Au-delà de la fin très regrettée des matchs de 14 heures, cette nouvelle phase de la Coupe du Monde marque celle d'une accélération des enjeux, voire parfois du jeu. On analyse. Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, et alors au-delà donc de cette fin des matchs de 14 heures, le programme d'hier et des prochains jours voit aussi l'arrivée des rencontres synchronisées. Et donc pour ceux qui réalisaient pour l'instant un perfect, et c'était pas mon cas, mais il va falloir s'y résoudre, à moins de manipuler la texture de l'espace-temps, il est physiquement pas possible de regarder tous les matchs de la Coupe du Monde, et ça pose donc une contrainte à mon analyse, parce que même si j'ai de très bons renseignements par ailleurs, et que vous êtes nombreux à me partager vos observations, je me vois mal faire une analyse tactique en profondeur d'un match que j'ai pas vu. D'ailleurs à ce sujet, j'ai reçu pas mal de commentaires un peu contrariés, on va dire, que je ne consacre pas d'analyse au match de la Suisse contre la Serbie. Et alors n'y voyez pas de snobisme helvète particulier, moi j'aime beaucoup la Nati, mais j'ai tout simplement pas vu le match. Parfois notre élan footballistique est contenu par les contraintes de la vie réelle et il faut faire avec. Mais donc tout ça pour dire que hier, les scénarios ont été haut en couleurs. À 16 h, l'Uruguay a entraîné un nouveau dispositif, un 4-4 de losange, avec la pépite Bentancur en pointe haute, qui a enfin donné un peu d'éclat à leur jeu et leur a permis de triompher largement de la Russie 3-0, accrochant ainsi la première place du groupe. Dans l'autre match de cette poule, l'Égypte de Mohamed Salah a été vaincue par l'Arabie Saoudite 2-1, et puis la soirée a vu l'intensité grimper d'un cran, et le Maroc a profité des largesses défensives de l'Espagne pour mener par 2 fois, mais un but très tardif et litigieux de Iago Aspas a permis de rétablir l'égalité, 2-2 score final et une première place pour les hommes de Hierro. Car dans l'autre match de 20 h, le Portugal a ouvert la marque d'un extérieur délicieux de Quaresma, who else, avant que la VAR ne fasse son show. Un penalty accordé aux Portugais, mais Ronaldo échoue, une vilaine faute du Ballon d'Or que l'arbitre ne sanctionne finalement d'un jaune, et puis un nouveau penalty, cette fois pour les Iraniens, et cette fois converti dans le temps additionnel, encore une fois consécutif à l'utilisation de la VAR. Un partout, et si les Perses ont eu une balle de match à quelques instants du terme, qui leur aurait offert la qualif et qui aurait vu les Portugais sortir dès le premier tour, et ce sont finalement bien les hommes de Santos qui rallieront les huitièmes de finale. Et alors pour revenir en détail sur cette journée folle du mondial, je vous propose 5 enseignements qui abordent pêle-mêle un peu toutes les rencontres. Et donc le premier concerne le Maroc, une sélection qui nous a quittés beaucoup trop tôt. Alors certes, il manque sûrement un vrai numéro 9 pour passer au cran supérieur, mais leur Coupe du Monde est loin d'être honteuse. Le bilan comptable est d'ailleurs très dur, un seul point pris, mais ils n'ont été réellement dominés dans le jeu que hier soir, et ils pourront regretter très longtemps cette entame cruelle contre l'Iran, dans un match qui était pourtant enflammé, et ça fait vraiment bizarre de parler de ça d'ailleurs, ça semble tellement lointain maintenant, mais pourtant c'était il y a 9 ou 10 jours, une semaine et demie, ça passe tellement vite, ça passe trop vite. Mais donc ouais, ils avaient bien enflammé le match et c'est à l'image de ce que l'Iran a proposé. Beaucoup de jeux, de la vitesse sur les côtés, un Ziyech étincelant, un Amrabat très intéressant aussi, même si dans un autre registre. Voilà, dans une Coupe du Monde, cette Coupe du Monde 2018, où nombreuses sont les équipes qui déjouent plus qu'elles jouent, je pense qu'on est beaucoup à regretter que le Maroc sorte aussitôt. Après, je sais que beaucoup sont en colère contre l'arbitrage et je peux comprendre la sensation d'injustice. On va y revenir beaucoup plus en détail dans mon enseignement sur la VAR, plutôt en fin de vidéo. Donc je peux comprendre cette sensation d'injustice, mais malheureusement, j'ai trouvé que les Marocains se sont sortis trop souvent de leur propre match, et pas toujours en ayant raison d'ailleurs, parce que quand je vois les contestations ultra véhémentes de Boussoufa en début de match, qui lui valent un carton jaune alors que la sanction de son coéquipier est totalement justifiée, on peut peut-être dire que le Maroc n'a pas su maîtriser sa frustration, n'a pas été très performant sur le plan mental. Ça peut se comprendre aussi au vu du scénario ultra cruel de leur première rencontre, mais voilà, à mes yeux, c'est un vrai axe d'amélioration pour cette équipe, pour qu'elle revienne plus fort dans 4 ans, et comme personnellement elle m'a beaucoup fait vibrer, j'espère vraiment qu'on les reverra le plus vite possible. On passe au deuxième enseignement, les carences défensives de l'Espagne, le principal motif d'inquiétude pour cette sélection, qui avait déjà été très légère sur ce point face au Portugal et qui a récidivé hier. Alors on peut voir le verre à moitié plein aussi, l'Espagne a été menée à 4 reprises dans une phase de groupe qu'elle conclut invaincue, mais hier on a quand même vu de gros errements, que ce soit l'incompréhension entre Iniesta et un Sergio Ramos qu'on a connu plus réactif, plus agressif et qui permet surtout à Boutaïb d'ouvrir le score, que ce soit la passivité de Piqué
piqué qui permet aux Marocains de trouver une situation de face à face à partir d'une touche jouée à 50 mètres. Et d'ailleurs, petite dédicace à l'avant-dernière passe presque décisive de Hervé Renard depuis son banc de touche. Ou que ce soit enfin le duel perdu par Ramos sur corner qui précède donc le deuxième but des Lions de l'Atlas, ça n'a pas été l'assurance tout risque. Et si on se souvient tous de la masterclass de jeu de position qui avait sacré l'Espagne en 2010, on oublie parfois que c'est aussi la solidité défensive qui avait été à l'origine de leur premier titre mondial. En 8e, ils gagnent 1-0 contre le Portugal, 1-0 contre le Paraguay en quart, 1-0 contre la Mannschaft en demi et 1-0 contre les Pays-Bas en finale. Sur ce plan-là, donc, l'Espagne de 2018 ne présente que très peu de garanties et c'est un challenge que doit relever très rapidement Hierro. Mais cela dit, il y a tout de même des motifs de satisfaction, au premier rang desquels le joyau de la couronne espagnole, le superbe Isco, qui a livré encore hier soir une prestation XXL. Sûrement le top player de cette Coupe du Monde pour l'instant, et dans une Espagne qui galère, il prend le jeu à son compte et crée un nombre de décalages impressionnant, le tout avec beaucoup d'élégance et de classe. Sur l'action de son but, il faut souligner bien sûr l'excellent travail d'Iniesta qui prend de vitesse le côté droit de la défense avant d'adresser un bijou de passe en retrait, mais la sérénité d'Isco dans la zone de vérité est flagrante. Un contrôle tranquille, le gardien est déjà à terre et il l'ajuste d'une frappe forte placée sous la barre, c'est un de mes buts préférés du mondial. Alors attention à la Isco-dépendance, surtout quand on a vu à quel point David Silva était difficile à trouver hier. Thiago Alcantara n'a pas particulièrement brillé non plus, donc attention à ça, mais si le milieu madrilène ne se blesse pas, on pourrait le voir poursuivre son parcours en Coupe du Monde pendant encore un petit moment. On passe à un des points que la soirée d'hier a cristallisé, les frustrations liées au Video Assistant Referee, la VAR. Au niveau du scénario déjà, la programmation synchronisée des rencontres Iran-Portugal et Maroc-Espagne nous a offert un moment assez cocasse. C'était le moment où Iago Aspas a marqué son but hors jeu qui était en train d'être revu par la VAR et au même moment, l'Iran a obtenu un penalty qui était initialement pas sifflé il me semble, mais que la VAR a confirmé. C'est un moment, je peux vous dire, où la télécommande a chauffé et où je regrettais que beIN ne propose pas un multi-écran pour ces matchs-là. Mais donc cet instant de technologie football me permet de faire un petit point sur la VAR, un sujet sur lequel je m'étais relativement peu exprimé jusqu'ici, alors que ceux qui me suivent depuis un moment maintenant connaissent mes réticences assez marquées au sujet de la vidéo. J'ai longtemps voulu y consacrer une analyse spécifique, mais finalement j'ai été pris par d'autres projets, j'ai pas eu le temps de le faire, en tout cas de le faire bien comme je voulais. Mais globalement, mon point de vue anti-vidéo, si on pouvait le synthétiser, c'est que entre l'émotion et la justice, avec la vidéo, on choisissait la justice. Et je parle pas du fait que les erreurs arbitrales font partie de la beauté du sport, c'est pas du tout une théorie à laquelle je souscris, je parle plutôt du fait qu'avec la vidéo, on revient sur un des principes émotionnels les plus forts du foot, si ce n'est le plus fort, qui est l'immuabilité du but. Parce qu'avant, on pouvait célébrer un but immédiatement et sans retenue, il faut dire que c'était un des moments les plus stylés du foot. Aujourd'hui, pour schématiser, on sait jamais s'il va être refusé 2 minutes plus tard. Ça voilà, c'était mon argument premier, et j'entends qu'il soit totalement subjectif, je comprends qu'on soit pas d'accord, ça dépend juste de où on place le curseur entre émotion et justice, mais personnellement, j'étais prêt à conserver les erreurs d'arbitrage, les injustices, pour conserver cette émotion très forte. C'était mon choix. Mais finalement, au fur et à mesure du tournoi, j'ai trouvé que c'était moins grave que prévu et que la sensation de l'erreur réparée était plutôt cool. Par contre, l'énorme souci qui demeure aujourd'hui, et j'en avais parlé rapidement il y a quelques semaines ou mois quand je parlais de l'inflation de notre désir de justice qui serait consécutif à l'utilisation de la VAR, mais donc l'énorme souci qui demeure aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de cas dans lesquels la VAR n'est pas utilisée et on comprend pas trop pourquoi. Par exemple, si vous demandez leur avis sur le match d'hier aux Marocains, ils se sentent floués parce qu'ils considèrent que la VAR est un autre outil pour faire gagner les grosses équipes. Et alors je suis pas forcément d'accord avec cette idée spécifique, mais de manière générale, quand on connaît les scandales de corruption qui continuent encore aujourd'hui à émailler le monde du foot, on peut être inquiet du fait que la plus grosse décision arbitrale du match, celle qui consiste à finalement appeler l'arbitre central pour qu'il revoie les images, ou à ne pas l'appeler, on peut être inquiet du fait que cette décision elle soit prise par des personnes presque inconnues à plusieurs centaines de kilomètres du stade. Moi en tout cas, ça m'inquiète beaucoup. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Plutôt pro-VAR ou anti-VAR? Et surtout, est-ce que votre opinion a évolué depuis le début de cette Coupe du Monde? On passe à mon tout dernier enseignement, et il va me permettre d'aborder un peu le match de la Céleste, c'est ce 8e de finale qui se profile entre l'Uruguay et le Portugal.
Et alors intuitivement, c'est loin d'être le 8e le plus sexy, parce que même si ces deux équipes comptent dans leur rang des stars mondiales, le niveau de jeu proposé reste assez décevant. Cela dit, il faut noter une nette amélioration quand même chez les hommes d'Oscar Tabarez, qui ont laissé de côté leur 4-2-2-2 très travailleur mais peu créateur, pour un 4-4 de losange beaucoup plus séduisant, qui voyait combiner dans l'entrejeu Torreira, Nandez, Vecino et Bentancur. Le résultat, c'est une nette victoire 3-0 contre des Russes qui ont dû rapidement redescendre sur terre et qui pourraient très bien voir leur parcours prendre fin dans quelques jours contre l'Espagne. Mais donc c'est cette nette victoire 3-0, avec tout de même 3 buts inscrits sur coup de pied arrêté, et d'ailleurs les 5 buts inscrits par la Céleste cet été sont consécutifs soit à des corners, soit à des coups francs, symbole d'une équipe efficace, mais qui peine encore un peu dans le jeu. En face, le Portugal, de la même manière, pratique un football assez pragmatique et compte surtout sur le talent de ses individualités, Cristiano Ronaldo évidemment, voire Quaresma dans un bon jour, mais globalement c'est pas hyper reluisant. Quoi qu'il en soit, il y aura une place en quart de finale pour une de ces deux équipes, et ça pourrait très bien être contre la France. Voilà les amis, c'est tout pour cette analyse. Alors vous aurez peut-être remarqué que j'ai réduit le rythme ces derniers temps, on est plutôt sur une cadence d'une vidéo tous les 2 jours, mais c'est parce que je travaille avec panache sur 2 nouvelles séries, dont une que j'espère lancer vraiment imminemment dans les prochains jours si possible. Et ensuite, au-delà des analyses de match, et on va se retrouver dès demain pour parler de la France, de l'Argentine, du Nigeria, etc. Mais donc au-delà de ces analyses de match, j'ai prévu 2 vidéos d'ici la fin des phases de groupe. Mes pronos pour les 8e, bien sûr, et mon 11 type de ce début de compète, parce qu'on a découvert, redécouvert parfois quelques pépites, donc je pense que ça peut être très sympa. D'ici là, je vous dis, comme d'habitude, prenez soin de vous, on se retrouve très vite, allez les bleus aussi, bisous.